Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche matin, l'historien du dimanche. Prenez un café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons voyager bien loin, dans une Athènes antique vibrante et parfois tumultueuse, à la rencontre d'un homme qui, malgré lui, a bouleversé la façon de penser et de vivre en Occident. Un homme qui n'a rien écrit, et pourtant, son nom résonne encore avec une force incroyable, Socrate. Imaginez un instant un homme d'un certain âge, le visage un peu grossier, un nez écrasé, les yeux exorbités, le ventre proéminent, chaussé de sandales usées, souvent vêtu d'une simple toge. Ce n'est pas l'image que l'on se fait habituellement d'un grand philosophe, n'est-ce pas? On imagine plutôt un sage à la barbe soignée, le regard lointain, perdu dans les étoiles. Eh bien, Socrate était tout le contraire de l'image d'Épinal du penseur aristocratique. C'était un artisan, un sculpteur de formation, et pourtant, il passait ses journées sur l'agora, la place publique d'Athènes, à faire quelque chose de bien plus singulier que de tailler la pierre. Il taillait les esprits. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pourquoi cet Athénien si singulier est considéré comme le père fondateur de l'éthique occidentale. Rien de moins, l'éthique, c'est cette branche de la philosophie qui s'interroge sur comment bien vivre, sur le bien et le mal, sur la vertu. Et avant Socrate, vous savez, les grands penseurs grecs s'intéressaient surtout au mystère du cosmos. De quoi le monde est-il fait? Quelle est l'origine des choses? Socrate a changé la donne, il a littéralement fait descendre la philosophie du ciel vers la terre, comme le disait Cicéron. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il faut bien comprendre qui était cet homme, et surtout, quelle était sa méthode. Car Socrate ne se contentait pas d'enseigner, il interrogeait astérisque. Et c'est là toute la révolution. Imaginez l'agora, donc, grouillante de vie. Des marchands, des citoyens discutants politiques, des jeunes sophistes, ces rhéteurs qui vendaient leur savoir et leur art de la persuasion. Tout un petit monde qui vaque à ses occupations. Et au milieu de ce tumulte, Socrate abordait les gens. N'importe qui, un politicien, un artiste, un jeune homme plein de lui, un général. Et il leur posait des questions, innocemment au début, sur des sujets simples, en apparence. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la piété? Le plus souvent, son interlocuteur répondait avec assurance, certain de son savoir. Après tout, il vivait dans une Athènes démocratique, on parlait de justice tous les jours. Mais Socrate, avec une patience infinie et une subtile ironie, commençait à démonter la définition, question après question. Vraiment? Mais si c'est cela la justice, alors pourquoi X est-il considéré comme juste alors qu'il fait Y? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'interlocuteur, parfois agacé, parfois ébloui, réalise qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il prétendait savoir. Il se retrouvait dans l'aporia, l'impasse, le doute. C'est ce qu'on appelle la méthode socratique ou maïeutique. La maïeutique, c'est l'art d'accoucher les esprits. Socrate se comparait à sa mère, qui était sage-femme. Elle aidait les femmes à accoucher des corps, lui aidait les âmes à accoucher de la vérité. Car pour Socrate, la vérité n'était pas quelque chose que l'on enseigne de l'extérieur, comme les sophistes vendaient leur éloquence. Non, la vérité était déjà en nous, il suffisait de la faire sortir, de la révéler par l'examen critique. La célèbre formule inscrite au fronton du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même », est devenue le cœur de la démarche socratique. Pour Socrate, la connaissance la plus importante n'était pas celle du monde extérieur, mais celle de soi. De sa propre âme, de ses propres valeurs, de ses propres ignorances. Et c'est là que l'éthique prend tout son sens. Car comment bien vivre si l'on ne sait pas qui l'on est, ce que l'on veut vraiment, ce qui est bon pour soi et pour les autres? Socrate était convaincu d'une chose, nul ne fait le mal volontairement. Une affirmation qui peut nous paraître étrange aujourd'hui. Mais pour lui, si quelqu'un agit mal, c'est par ignorance. Par ignorance de ce qui est réellement bon. Si un homme vole, ce n'est pas qu'il veut faire le mal pour le mal. C'est qu'il pense que voler lui apportera un bénéfice, un bonheur, une satisfaction. Mais il se trompe. Il ignore que le véritable bonheur, la véritable satisfaction, ne peuvent venir que de la vertu, de l'action juste, de la connaissance de soi. Le mal est donc une erreur, une méprise, un manque de discernement. La vertu, au contraire, est connaissance. C'est une idée puissante, vous savez. Cela signifie que l'éducation, la philosophie, la quête de la vérité, ne sont pas de simples passe-temps intellectuels. Ce sont des impératifs vitaux, la clé d'une vie bonne et heureuse. Si nous connaissons ce qui est juste, nous agirons juste. Si nous connaissons ce qui est bon, nous ferons le bien. L'éthique socratique nous invite à un examen constant de nos motivations, de nos préjugés, de nos certitudes. Cette démarche a évidemment dérangé. Imaginez, vous vous croyez sage, vous avez une bonne réputation, et un vieil homme vous prouve sur la place publique que vous ne savez rien. Cela crée des inimitiés, surtout parmi les puissants et les intellectuels de l'époque,
les sophistes, qui eux, vendaient des recettes toutes faites. Socrate, lui, ne demandait rien en retour, si ce n'est la confrontation des idées. Il ne se considérait pas comme un sage, mais comme un philosophe, un ami de la sagesse, quelqu'un qui la cherchait humblement. Mais cet homme avait aussi ses mystères. Il parlait souvent d'un daimon, une voix intérieure, une sorte de conscience qui le mettait en garde, le dissuadait d'agir, mais ne lui disait jamais quoi faire. Certains y ont vu une forme de rationalité intuitive, d'autres une intuition divine. Quoi qu'il en soit, ce daimon est une autre facette de sa singularité. Il illustre cette quête d'une vérité qui ne viendrait pas des dieux extérieurs, mais de l'intériorité de l'être humain. Alors, pourquoi est-il le fondateur de l'éthique occidentale? Parce qu'avant lui, la question morale était souvent liée aux traditions, aux lois des cités, aux commandements des dieux. Socrate a posé la question de la morale sur un terrain nouveau, celui de la raison individuelle. Il a invité chacun à examiner par lui-même ce qui est bon, juste, vertueux, non pas parce que c'est la tradition, mais parce que c'est rationnellement le meilleur chemin pour atteindre le bonheur véritable. Le bonheur, le daimonia, n'est pas le plaisir des sens, mais la plénitude d'une vie vécue en accord avec la vertu et la raison. Une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue, disait-il. C'est le fondement même de la philosophie morale. Évidemment, une telle démarche, une telle liberté de penser, une telle mise en question des évidences, ne pouvait pas durer éternellement sans heurter de front les pouvoirs établis. Et c'est ce qui est arrivé. En 399 avant Jésus-Christ, Socrate est accusé de 2 chefs d'accusation. Impiété, ne pas croire aux dieux de la cité et introduire de nouvelles divinités, et corruption de la jeunesse. Ces accusations, vous savez, étaient bien plus politiques que religieuses. Athènes venait de sortir d'une guerre désastreuse contre Sparte, et d'une période de tyrannie oligarchique, le régime des 30 tyrans, à laquelle certains de ses anciens disciples, comme Chrysia, avaient participé. Il y avait un besoin de trouver des boucs émissaires, de restaurer l'ordre moral et politique. Socrate, avec son questionnement incessant et son influence sur la jeunesse, représentait une menace pour la stabilité. Son procès, que Platon nous rapporte avec une force incroyable dans l'apologie de Socrate, est un moment clé de l'histoire de la pensée. Socrate aurait pu fuir, il aurait pu plaider l'indulgence, mais il ne l'a pas fait. Il a défendu sa mission philosophique avec dignité, expliquant qu'il était un temps envoyé par les dieux pour piquer les Athéniens et les réveiller de leur torpeur intellectuelle et morale. Il a affirmé que sa véritable richesse n'était pas matérielle, mais résidait dans sa sagesse, si tant est qu'il en ait une, et dans son rôle de conscience morale pour la cité. Il s'est présenté non pas comme un coupable, mais comme un bienfaiteur. Le verdict fut sans appel, il fut condamné à mort. Et là encore, Socrate a agi en philosophe jusqu'au bout. Ses amis lui ont proposé de s'évader. Il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il respectait les lois de sa cité, même si elles le condamnaient injustement. Ayant vécu sous ces lois, ayant bénéficié d'elles toute sa vie, il ne pouvait pas les enfreindre au moment de sa mort sans renier ses principes. Ce n'est pas la loi elle-même qu'il condamnait, mais son application erronée. Son acceptation sereine de la mort par la ciguë, un poison violent, est devenue l'un des plus grands symboles de la force d'âme philosophique. Imaginez la scène, entouré de ses disciples en larmes, il discute calmement de l'immortalité de l'âme, puis boit la ciguë sans la moindre amertume. Il se couche, sans le froid monter dans ses membres, et sa dernière phrase, selon Platon, est pour Crito, « Nous devons une poule à Asclépios. N'oublie pas de la lui offrir. » Un geste de piété ou une ultime preuve de son humour? Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, il est mort comme il a vécu, en accord avec ses principes. Alors, près de 2500 ans plus tard, que nous reste-t-il de Socrate? Pas de livre à lire, mais des dialogues retranscrits par ses disciples, Platon en tête, Xénophon aussi. Des idées qui ont fondé la philosophie occidentale. Des principes éthiques qui nous interrogent encore aujourd'hui. Son héritage est immense. Le « connais-toi toi-même » est une injonction intemporelle. Sa méthode nous invite à ne jamais accepter une idée sans l'examiner, à douter de nos certitudes, à chercher la vérité au-delà des apparences. Son insistance sur la vertu comme source de bonheur est un défi constant à notre société matérialiste. Et sa fin tragique, son choix de mourir pour ses convictions, est un témoignage puissant de la dignité humaine. Socrate n'a pas laissé de système philosophique rigide. Il a laissé une attitude astérisque. Une façon d'être au monde, d'interroger, de douter, de chercher. Une éthique du questionnement, de l'honnêteté intellectuelle et de la cohérence de vie. Il nous rappelle que le but de la philosophie n'est pas seulement de contempler le monde, mais de mieux vivre, ici et maintenant. Chères auditrices, chers auditeurs, la prochaine fois que vous vous poserez une question sur ce qui est juste, ce qui est bon, sur le sens de votre vie, pensez à ce vieil homme à l'agora d'Athènes. Il ne vous donnera pas la réponse, mais il vous montrera comment la chercher en vous-même. Et n'est-ce pas là le plus beau des cadeaux qu'un philosophe puisse nous offrir?
Voilà pour cette plongée dans la vie et la pensée de Socrate. J'espère que ce voyage vous a plu et qu'il vous donnera l'envie, comme Socrate, d'examiner un peu plus la vie autour de vous et en vous. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de l'Historien du dimanche. Prenez soin de vous et de vos réflexions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.